La science et nous. Une émission proposée par Sylvie Vauclair. Je suis à nouveau avec Bertrand Perret, qui est professeur émérite à la faculté de médecine de l'université Paul Sabatier à Toulouse, spécialiste de médecine moléculaire. La semaine dernière, il nous a expliqué l'importance des recherches concernant les molécules organiques du corps humain pour la détection et le traitement de certaines maladies rares, et aussi pour la caractérisation de divers types de cancers, ce qui conduit à mieux cibler et adapter les traitements appropriés. Alors dans tout cela, l'informatique représente un apport fondamental pour les simulations numériques de molécules, les grandes bases de données. Bertrand, peux-tu nous parler de cet aspect des recherches actuelles en médecine moléculaire ? Alors, je dirais qu'une science nouvelle est apparue, ou en tout cas une discipline nouvelle à la connexion entre la médecine, la biologie et l'informatique. C'est ce qu'on appelle la bioinformatique, d'un terme un petit peu générique. Alors la bioinformatique, c'est un outil absolument essentiel. D'abord, comme tu l'as dit, et je pense qu'en astronomie, on est familier des big data, mais la bioinformatique permet de gérer de grandes masses de données. Ça fait maintenant une vingtaine d'années qu'on a déchiffré tout le génome humain, donc près de 21 000 gènes, 3 milliards de bases nucléotidiques. Donc des données considérables, et puis derrière ce parchemin que représentent les séquences, il a fallu trouver les bonnes ponctuations. Et évidemment, ces bases de données sont tout à fait précieuses. Si dans mes travaux de recherche, je mets en évidence un jour un récepteur que je pense inconnu, et que je peux pêcher un petit morceau de séquence de ce récepteur. Attends, excuse-moi. On peut peut-être préciser que ce qu'on appelle un récepteur dans ce cas, c'est une structure moléculaire capable d'accueillir, de fixer d'autres molécules. Donc, tu vas utiliser l'informatique pour savoir si ce récepteur que tu penses avoir découvert est vraiment nouveau ou pas. C'est ça ? Eh bien, je vais interroger les bases de données qui vont me dire tout de suite si on l'a vu ailleurs, s'il est porté par un gène et lequel, si à cette séquence a été associée une fonction dans un contexte particulier, etc. Donc je vais grandement avancer dans ma recherche. Et si je me retrouve en situation clinique, en face d'un patient, un jeune patient, ou plusieurs patients de la même famille que je vois porteurs d'une mutation, après bien des mois d'investigation, les banques de données vont me dire aussi, cette mutation, elle a déjà été vue, elle a été associée ou non à la pathologie, etc. Donc, évidemment, un recours très important aux bases de données. Donc les grandes bases de données, on comprend bien l'importance pour les statistiques et aussi pour replacer les recherches actuelles dans le cadre de toutes les connaissances déjà établies. Et alors la simulation de molécules, l'utilisation de simulations 3D à 3 dimensions dans l'espace, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ? Modélisation et modélisation 3D, effectivement, c'est un élément essentiel. Parce que les gènes codent pour des protéines, et les protéines, ça n'est pas un parchemin déroulé, ce sont des sortes de boules, en quelque sorte. Ce sont des gros globules, on va dire. Ce sont des structures tridimensionnelles dans lesquelles on va trouver des sites d'interaction avec différents types de molécules, des sites d'interaction protéine-protéine, des sites actifs, comme le site d'une enzyme, par exemple, des sites de reconnaissance par des anticorps, etc. Et donc, la modélisation 3D va nous permettre de voir, en quelque sorte, la molécule, comme ça, sur notre écran. Et lorsqu'on est en présence d'une mutation chez un patient ou une famille, eh bien, on va voir assez spontanément si la mutation va avoir ou non un impact sur l'architecture tridimensionnelle et de ce fait un impact sur la fonction. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la bioinformatique est un compagnon essentiel du diagnostic. Lorsque vous avez une mutation découverte à Toulouse, la bioinformatique va vous dire ce variant-là, vraisemblablement il altère la fonction, et puis il a déjà été vu ailleurs, à Chicago ou ailleurs, ou bien ce variant-là n'a pas beaucoup de chances d'altérer la fonction. Altérer la fonction, j'ai l'impression que c'est une expression courante et bien connue en médecine.
Mais je suis pas sûr que ça parle vraiment aux gens. Je suppose que ça signifie une modification du fonctionnement de l'organisme. Il s'agit de savoir si la mutation en question a un effet pathologique. C'est la bioinformatique qui nous dit ça. Et puis ensuite, il y a une autre discipline qui utilise l'informatique, mais qui n'est pas directement le fait des mêmes acteurs forcément, c'est ce qu'on appelle la statistique. Autrement dit, la statistique est un élément obligatoire de la recherche clinique. Par exemple, si dans mon laboratoire, il me semble avoir découvert et développé un nouveau biomarqueur, c'est-à-dire une molécule d'intérêt biologique, dont je me dis, elle va être très utile pour le dépistage, par exemple, ou le diagnostic de telle grande maladie. Par exemple, pendant une maladie ostéo-articulaire comme une spondylarthrite ankylosante ou autre. Donc j'ai un biomarqueur et puis on y croit à son biomarqueur. Et donc je vais développer des tests qui soient fiables et peu onéreux si possible. Je vais faire des grandes études d'association dans différents contextes pathologiques et ça va me répondre que oui, mon biomarqueur, il est plus élevé chez les patients qui présentent la pathologie que chez des sujets sains qui en sont indemnes. Et on va me dire, c'est très bien ça, mais il faut te placer dans une attitude prospective. Prospective, c'est-à-dire que je vais m'adresser à une population de patients, ou bien même à une population qui représente la population générale, tirée d'un centre de médecine préventive par exemple, et je vais faire doser ce biomarqueur qui me paraît très intéressant. Et je vais voir si effectivement il peut être prédictif de la survenue de la pathologie qui m'intéresse. Et donc je suis très content, j'ai tout coché. Mais à un moment donné, il faut que je passe sous les fourches codines de la statistique. Et la statistique, il faut qu'elle soit forte et robuste, et je peux arriver à la conclusion, hélas majoritaire, qu'on me dise, écoute, ton biomarqueur est très intéressant, mais avec toutes les données qu'on a déjà sur ces patients, quand on fait une solide analyse multivariée, on s'aperçoit que l'information rajoutée est proche de zéro, et que donc on va faire avec ce qu'on a déjà, et qui est moins cher et qu'on a déjà largement utilisé. Et donc c'est une des raisons pour laquelle, d'ailleurs, la course au biomarqueur est une course vraiment très compétitive, mais qu'au total, il y a assez peu de gagnants. Parce qu'il faut qu'à un moment donné, on prouve réellement la valeur ajoutée de l'information de ce biomarqueur particulier. Alors là, c'est la recherche de pointe. Et est-ce que tu peux nous dire un peu si dans la médecine courante, la médecine de tous les jours, cette médecine moléculaire a un impact? Est-ce que c'est utilisé? Alors ça, c'est une question très importante et j'y pense souvent parce que je pense souvent notamment aux médecins généralistes. Les médecins généralistes actuellement sont formés au sein d'une filière de l'internat qui est une spécialité comme une autre. Hein. Et le médecin généraliste, on se l'imagine, et ce qu'il est, comme faisant appel à son sens clinique, à son expérience, il est aux premières lignes, évidemment, de recours des patients. C'est souvent le médecin traitant. Alors évidemment, il fait avec les outils de sa formation, mais il va prescrire aussi des médicaments, il va prescrire des analyses biologiques, et donc il faut qu'il ait une bonne information sur ce qu'il prescrit dans ces deux cas. Et puis, si l'affaire est un peu compliquée, il va référer son patient à un centre de référence, par exemple au CHU voisin, et là, on va faire de l'imagerie de haute volée, en IRM par exemple, on va faire des explorations biologiques aussi de haute volée, on va lui dire, écoutez, votre patient, sa petite tumeur là, nous inquiète un peu, on va faire des empreintes génomiques, des choses comme ça qui reflètent l'état de l'art, comme on va dire. Et au total, c'est lui qui va synthétiser. C'est lui qui va être en mesure de comprendre tous les éléments qu'on rajoute au dossier et d'en faire la synthèse pour son patient. Donc je crois qu'effectivement, il est tout à fait important que cet enseignement-là de biologie moléculaire et cellulaire imprègne les formations de tout médecin, y compris des médecins généralistes. Je vais juste, pour l'anecdote, rajouter une petite histoire que j'aime bien. J'ai encore un reliquat d'activité universitaire et notamment je m'occupe d'instituts de formation en soins infirmiers dans la région dite Occitanie-Ouest, ex-Midi-Pyrénées. Au passage, d'ailleurs, je trouve que ces instituts font un travail remarquable et que la formation des infirmiers et infirmières est vraiment de très très bon niveau aujourd'hui. Eh bien, la première unité d'enseignement qu'un élève infirmier ou infirmière reçoit lors de son premier semestre s'appelle biologie cellulaire et moléculaire. Et quand je m'adresse aux formateurs et aux formatrices de ces élèves, qui sont d'anciennes infirmières, anciens infirmiers,
qui ont acquis des compétences reconnues en pédagogie, je leur dis, mais enfin, comment vous le vivez cet enseignement? Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'on est un peu loin du cœur de métier de l'infirmière? Ils me disent certainement, certainement, mais cet enseignement est fondamental pour une meilleure compréhension des patients qu'elles vont rencontrer et notamment de ceux qu'elles vont administrer. Et je crois que ce qu'on a vécu ces 2 dernières années où finalement des centaines de millions d'individus se sont vus injecter des ARN messagers, par exemple, dans le cadre de la vaccination anti-Covid, nous illustre bien ce principe que même le soin le plus courant, aujourd'hui, a besoin d'une culture fondamentale dans ces outils de biologie moléculaire. Eh ben, je trouve que c'est une excellente conclusion. Merci beaucoup, Bertrand. Je pense que ça intéressera beaucoup nos auditeurs. Bonne continuation. Au revoir. Merci Sylvie, au revoir.